Donc bonjour, aujourd'hui une petite vidéo sur la domestication de la plante, c'est-à-dire comment l'homme, il y a 10 000 ans, en passant du mode de vie chasseur-cueilleur au mode de vie agriculteur, a prélevé des plantes sauvages, comme l'ancêtre de la banane, l'ancêtre du blé, l'ancêtre du maïs, l'ancêtre de la tomate, l'ancêtre du chou, pour les transformer dans les plantes cultivées que nous connaissons aujourd'hui avec de grandes variétés, des variétés de tomates, de maïs, de choux, d'aubergines et de pommes de terre, dont j'imagine que vous n'avez pas consommé beaucoup d'entre elles. Alors, si je regarde le maïs avec son ancêtre le théosinte, je peux m'apercevoir qu'il y a certaines différences. En effet, chez le théosinte, le rachis est pratiquement absent, le nombre de grains est relativement faible, et chaque grain est recouvert d'une glume protectrice, dure, qui donc rend difficile sa consommation. De plus, à la fin de l'été, lorsque les grains de théosinte sont mûrs, ils vont tomber naturellement au sol pour se disséminer. Chez le maïs, par contre, on s'aperçoit que le rachis, ici, est beaucoup plus épais. De plus, les grains de maïs ne se détachent pas spontanément à la fin de la maturation des grains, ce qui fait que le maïs a perdu sa capacité à se reproduire naturellement, puisqu'il n'est plus capable d'essaimer ses graines. Il va donc dépendre de l'homme qui doit détacher les grains de ce rachis. Et enfin, troisième grande différence, le grain n'a plus recouvert par cette glume dure, et donc elle va avoir une consommation beaucoup plus aisée. Si je regarde maintenant le théosinte, je m'aperçois qu'il existe des mutants, comme celui-ci, qui ont perdu leur glume par rapport à la plante sauvage. Leur glume dure, donc leur consommation va être plus facile. Donc peut-on imaginer que l'homme a prélevé d'abord donc cette théosinte sauvage, il l'a cultivée, et parmi les théocynthes qu'il cultivait, certaines d'entre elles n'avaient pas de glume, il les a sélectionnées pour petit à petit donner le maïs sans glume. En effet, on s'aperçoit que lorsqu'on compare des génotypes de théocynthes et de maïs, que certaines mutations semblent avoir été sélectionnées chez le maïs cultivé, puisque par exemple ici, tous les théocynthes sauvages possèdent une lysine au niveau du 6e acide aminé, alors que tous les maïs cultivés, eux, possèdent un acide aminé différent. De même, on s'aperçoit qu'entre le début de la sédentarisation de l'homme, il y a 11 000 ans, sur le site de Jeff Hellamar, on a retrouvé des maïs fossiles, des grains de blé fossiles, avec une taille relativement faible, 1 mm environ. Alors que 4 000 ans plus tard, sur le site de Coxsack Chamali, la taille des grains avait déjà doublé. Donc l'homme semble avoir influencé les plantes qu'il cultivait en sélectionnant les plus favorables à sa consommation. Alors, comment faisait-il? Il prélevait donc des plantes sauvages qui avaient des phénotypes tout à fait différents à cause d'une grande variété allélique. Parmi ces plantes sauvages, il sélectionnait la plante qui lui convenait le plus. Il réalisait des autofécondations où, s'il n'avait pas encore cette capacité, il pouvait croiser entre elles des plantes qui se ressemblent avec des caractères qui l'intéressent pour obtenir, au fur et à mesure des générations, une nouvelle variété, une lignée pure. Donc, par exemple, du maïs sans glume. Autre cas, on pouvait ensuite faire des hybridations entre deux variétés intéressantes. Donc par exemple, un maïs avec beaucoup de grains et un maïs avec des grains sans glume, je vais les hybrider pour essayer d'obtenir un maïs qui a à la fois beaucoup de grains et qui n'aura pas beaucoup de glume. Comment fait-on cela? Il a fallu, pour obtenir des F1 hybrides à 100%, les hommes ont commencé à castrer les fleurs hermaphrodites. C'est-à-dire que pour les parents avec le caractère numéro 1, j'enlevais, par exemple, le stigmate et je ne laissais que les étamines qui fabriquaient du pollen. Pour le parent avec le caractère numéro 2, j'enlevais les étamines et je ne laissais le stigmate. Comme ça, j'étais sûr qu'il y allait avoir une hybridation entre les plants mâles et les plants femelles. Ensuite, parmi les hybrides, je gardais les meilleurs hybrides pour les faire se reproduire entre eux afin d'obtenir une variété pure. Ce phénomène s'est déroulé dans le monde entier à différentes époques. Ça a commencé vers 10 000 ans dans le premier foyer ici, en Palestine, en Syrie, au Liban, mais c'est apparu en même temps dans le foyer centra-américain. Un peu plus tard, on a eu donc la domestication de la pomme de terre dans en Amérique du Sud, etc. Partout dans le monde, des plantes ont été domestiquées. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez visiter mon site EasySVT et vous verrez au travers d'œuvres d'art l'évolution de la pastèque par une sélection humaine. En vous remerciant de votre attention.